5 sur 7 matin, on retrouve par ici Alexandra Diotan pour sa chronique économie. Aujourd'hui, on parle de violence économique. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct. C'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Saisie de revenus, interdiction d'avoir un compte bancaire personnel, impossibilité de travailler bien. Les formes de violence économique conjugale sont multiples mais découlent toutes d'un but commun, déposséder la femme de son autonomie financière pour mieux la contrôler. Elles sont souvent un frein au départ des femmes qui craignent de perdre leur statut social ou n'ont pas assez de ressources pour fuir la relation. L'emprise est si puissante que de nombreuses victimes mettent du temps à poser le mot violence économique sur ce qu'elles subissent. Au Bénin, l'Institut national de la femme connaît régulièrement ce genre de cas et aide les victimes dans leur combat de libération. Alexandra Diotan, bonjour. Bonjour mon Améga et bonjour téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous retrouver par ici. Plaisir partagé, Hermone. Elle constitue, vous l'avez dit, une forme de violence à l'égard des femmes. Les violences économiques, c'est ce dont nous allons donc parler aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours de célébration de la Journée internationale de la femme qui met d'ailleurs l'accent sur les droits de la femme. Et justement, ces formes de violence en question entravent d'une certaine manière la jouissance par la femme de ses droits économiques. Nous recevons comme invité ce matin Maître Marlène Houkpati, consultante au pôle juridique de l'Institut national de la femme. Bonjour Maître, bienvenue sur ce plateau. Avec vous, il s'agira de lever un coin de voile sur la problématique, son ampleur au Bénin et puis les approches de solutions pour en venir à bout et rétablir donc l'équilibre. Alors, qu'entend-on spécifiquement par violence économique ? Déjà, ce qu'il faut fixer à l'esprit, c'est que la violence ne se manifeste pas seulement par les coups portés ou les blessures infligées. Il y a des formes de violence qui sont plus insidieuses et c'est le cas notamment de la violence économique. Alors, de quoi s'agit-il? La violence économique, c'est le fait d'avoir un contrôle conséquent ou total sur les finances de son conjoint. Et cela va se manifester à ce moment-là par une prise de contrôle totale et engendrer une détresse économique. Donc, c'est l'essentiel, en fait, c'est l'objectif du conjoint qui le fait, c'est de pouvoir, en fait, maintenir dans un état de vulnérabilité l'autre. Ok, cela sous-entend que la conjointe est nantie, elle a le peu, le nécessaire pour vivre, elle a des moyens, c'est bien ça. Et puis, voilà, le partenaire en prend possession et puis... Il y a la violence économique a différentes manifestations. Il y a le cas où le conjoint peut avoir donc un boulot, donc c'est-à-dire elle a un poste où elle est rémunérée. Et dans ce cas, il y a une prise de contrôle de ses revenus personnels par le partenaire ou dans l'autre cas, donc une autre manifestation, c'est le cas où on lui a l'interdiction de la vie professionnelle. Donc là, dans ce cas, c'est une prise de contrôle sur la vie professionnelle en lui interdisant d'avoir un travail propre à elle. Alors, quelle est l'ampleur de ce mal au Bénin? Alors, si je dois déjà vous parler d'abord en termes de chiffres à l'INF, déjà pour le mois de janvier 2024, les cas de violence économique recensés sont de l'ordre de 18%. Okay. Au regard de tous les dossiers traités par l'INF, s'agissant principalement de janvier 2024. Donc, le phénomène, il existe au Bénin et il a une certaine ampleur. Sachant que tous les cas ne sont pas d'office portés devant l'INF. Exactement. La parole n'est pas toujours libérée, donc nous n'avons pas accès à toutes les victimes de violences économiques qui, des fois, même ne savent pas qu'elles sont sous l'emprise de leurs partenaires économiquement parlant. Alors justement, le phénomène est avéré. Quelles en sont les causes? Principalement, dans notre environnement, on parlera d'une cause socio-culturelle. C'est-à-dire que dans l'esprit commun, il y a cette idée que la femme ne doit pas nécessairement avoir un travail propre à elle. Et donc, à ce moment-là, quand on a un conjoint qui pense ainsi, ça se manifeste par l'interdiction
d'avoir un travail personnel, l'interdiction d'avoir un revenu personnel ou tout au moins alors de travailler, mais de ne pas avoir de revenus ou d'avoir ce contrôle-là sur les revenus qu'on pourrait gagner. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt principal, c'est de la prise de contrôle sur l'autre, en fait, pour le mettre dans un état de vulnérabilité et en tirer un avantage que je dirais excessif. Donc c'est toujours la prise de contrôle sur l'autre, en fait, pour l'empêcher d'avoir différents comportements, pour l'empêcher éventuellement de s'épanouir. De s'épanouir. Parce qu'on veut pouvoir, en fait, la garder sous sa coupe. Alors, vous l'avez évoqué, 18%, voilà, c'est, disons, la marge que vous avez reçue en janvier à l'INF. Alors, ces cas qui ont été portés à votre connaissance, parlez-nous-en. Alors, il y a différents cas. Le premier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de contrôle sur la vie professionnelle. Donc, c'est des femmes qui viennent nous voir et à qui le conjoint a interdit de travailler. Et dans ce cas, elles se retrouvent en état de précarité parce que non seulement il interdit de travailler, mais en même temps, il ne subvient pas aux charges du ménage. Donc, à l'entretien des enfants, également à ce qu'on appelle communément la popote. D'accord. Donc, une femme est interdite de travailler, elle n'a pas l'aide de son conjoint et donc se retrouve dans un état de précarité. Nous avons également des cas de femmes qui viennent nous voir et dont le conjoint s'est approprié leur argent. Je donne un cas pour me faire plus précise. Une femme qui a donné de l'argent à son conjoint pour qu'il lui achète par exemple un terrain, une parcelle. Donc, elle donne cette somme d'argent, il lui a dit « je vais t'acheter une parcelle, ce sera en ton nom ». Et puis, dans les faits, de façon concrète, finalement, la parcelle n'est pas achetée, l'argent n'est pas rétrocédé, ou alors la parcelle est achetée, mais elle est mise au nom du conjoint. Au nom du monsieur. Voilà. Alors que ce n'était pas au départ l'entente. Ah oui. Voilà. Donc, c'est à peu près ce type de cas qui nous viennent communément. Alors, lorsque souvent ces cas sont portés à votre connaissance, qu'est-ce qui se passe par la suite? Déjà, quel est le mode de saisine et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, l'INF, nous avons plusieurs modes de saisine. Il y a le mode de saisine par direct qui est par plainte. Donc, vous écrivez une plainte et vous la portez auprès de l'INF. Ou alors, ce que vous pouvez également faire, c'est que vous pouvez nous appeler. Ou nous appeler directement, ou encore un mode plus direct, c'est de venir directement vers nous pour porter plainte. En tout cas, nous faire cas de la situation que vous vivez et nous serons à même de vous aider. Alors, Maître Moupati, avant l'INF, vous avez l'expérience quand même des tribunaux. Est-ce des cas souvent portés à la connaissance de nos juges? Je dois vous avouer, oui, je dois vous avouer, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, que c'est des violences qui sont plus insidieuses en fait et qui ne sont pas sous la victime elle-même n'en est pas consciente. N'en est pas consciente, ou alors dans la commune renommée, dans l'entendement, c'est que quelqu'un qui n'a pas la puissance financière ou qui n'a pas un travail, ça ne choque pas plus que ça. Donc, même si elle est dans cet état-là, soit elle ne se rend pas compte, ou alors on lui dit, mais ce n'est pas bien grave, ton mari fera mieux. Alors, on en a parlé, hein, le droit au travail pour la femme. Justement, parlant de cela, d'après ONU Femmes, ce droit inclut la possibilité de gagner sa vie grâce au travail de son choix, d'avoir des chances égales face à l'embauche et d'avoir des conditions de travail dignes, sans danger et assurant sa sécurité. Alors, une égalité de chances face à l'emploi, face à l'embauche, est-ce une réalité au Bénin? Qu'en pensez-vous? Je pense bien que c'est une réalité au Bénin. C'est avoir une égalité de chance. La femme aujourd'hui, à l'état actuel de nos textes de loi, peut postuler au même titre qu'un homme à divers postes. Donc ce n'est plus un frein à l'état actuel. L'égalité de chance, cela pourrait également s'apprécier sous d'autres plans. Le travail de soins dans les ménages, le travail de soins non rémunéré. Lorsqu'à vous entendre, vous parlez de la dominance de l'homme, il cherche à imposer à la femme son rythme, c'est-à-dire tu ne travailles pas, tu es à la maison. Elle est à la maison, certes, mais elle s'occupe de cette marge-là de travail qualifié de travail de soins non rémunéré. Face à cela, c'est déjà un déséquilibre. Cela ne lui permet pas de pouvoir, disons, exercer ce droit-là, d'aller à la recherche du travail au même titre que
que son mari. Non, je ne voudrais pas qu'on stigmatise les femmes qui ont fait le choix d'être des mères. Ce n'est pas le cas. Voilà, d'être des mères au foyer. C'est parfois pas forcément le choix. Par de la le choix, femme. d'accord. Ok, donc c'est à ce moment-là exactement. C'est pour ça que je disais que la frontière entre choisir librement de ne pas travailler et au moment où la violence économique s'introduit dans le ménage, elle est très ténue, elle est très mince en fait. Et il faut pouvoir voir les signes. Et les signes, comme je parle, c'est mettre quelqu'un dans un état de dépendance, de contrôle. Parce que vous pouvez être une femme au foyer et votre conjoint subvient à vos besoins. Il dépose l'argent de la popote, les frais de scolarité sont pris en charge, donc nous n'avons pas de problème à ce moment-là. Ce faisant, y a-t-il égalité de chance? D'accord, il donne la popote, mais je ne peux pas aller travailler. Est-ce qu'il y a au moment où il y a une interdiction, à ce moment-là, je parlerai de violence. Tant qu'il n'y a pas une... J'ai parlé de choix propre. Si le choix il est propre, à ce moment-là, c'est un choix qui est consensuel et qui est effectué. Mais dès lors qu'il y a une interdiction, il y a une volonté de l'autre partie de vouloir avoir un travail propre et en face, en fait, on lui oppose un refus, à ce moment-là, non seulement il y a le refus, ensuite il y a le contrôle qui est maintenu en l'empêchant d'avoir accès à des sources de financement. À ce moment-là, oui, la violence s'introduit dans le couple. Alors, maître, comment est-ce qu'on arrive à établir la violence économique dans le couple? La plupart du temps, c'est la parole de monsieur contre celle de madame. Monsieur dit je donne, madame dit tu ne donnes pas. Comment est-ce qu'on arrive à établir cela? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des cas qui nous viennent à l'INF. Si je prends par exemple le cas de la femme qui veut acquérir un bien immobilier et donc qui confie une certaine somme d'argent à son conjoint dans le but d'effectuer cet achat. Et dans les faits, soit on ne remarque pas finalement le terrain qui entre dans le patrimoine de madame, ou plutôt le bien entre dans le patrimoine de madame, mais est au nom de son conjoint. À ce moment-là, quand une victime, quand une femme vient nous porter ce cas, ce que nous faisons d'abord, c'est de pouvoir rassembler les preuves, tous les documents qui vont prouver qu'il y a eu bien une somme d'argent qui a été remise au conjoint à cet effet-là. Et à ce moment-là, dès que nous avons cette preuve-là, nous pouvons initier une action pour pouvoir, soit, si le terrain a été acquis, mais mis au nom du mari, exercer une action pour permettre en fait que la mutation soit faite. Exactement. Et là, on est dans un cas de bien matériel, mais dans la gestion du quotidien. Des femmes qui sont maintenues sous l'emprise ou qui sont sous l'emprise d'une domination et qui sont à la merci, à la limite donc d'un machiste pathologique presque. Et comment est-ce qu'on arrive à déceler cela si la femme elle-même ne parle pas? Non, si à l'INF, la femme, quand elle vient vers nous... D'accord, c'est la femme qui doit poser le premier pas. Voilà, exactement. C'est important de pouvoir libérer la parole. C'est pour ça que... Mais la masse est sous silence. La masse est sous silence, malheureusement. Mais à l'INF, nous faisons de la communication toujours pour permettre aux femmes, en fait, de pouvoir libérer la parole, donc de venir vers nous pour tout au moins avoir une discussion. Et c'est au travers de la discussion, en fait, que nous, on arrive à déceler les manifestations de la violence économique. Et à ce moment-là, par exemple, la prise en charge qui est faite, c'est évidemment d'abord de discuter avec la femme pour qu'elle puisse prendre conscience de cette violence économique. Ensuite, nous appelons également le mari pour avoir une discussion avec lui, pour lui faire changer de paradigme. Parce que c'est important. Il ne s'agit pas d'aller au pas de charge ou de forcer. Parce que celui qui le fait est forcément dans une certaine optique ou a une certaine vision. Et donc, il faut l'appeler autour de la table pour discuter. Et ensuite, nous organisons comme une sorte de forum. Et nous discutons pour essayer, en fait, d'aplanir les choses et de lui faire changer d'avis sur les questions. Est-ce que, c'est vrai que je vous prends là peut-être à brûle pour point, mais est-ce que vous avez là une histoire que vous pouvez nous raconter, un cas que vous avez vécu récemment, un cas pratique? D'une victime dans ce cas, ce genre de situation. Dans une situation donc, qui est sous emprise, sous contrôle. Oui, bien entendu, nous en avons plusieurs. Mais pour donner de façon concrète, c'est ce que je vous ai dit, c'est la femme qui vient et elle est souvent en fait dans une... c'est pas on veut dire un déni. Elle vient simplement parce qu'elle a un besoin urgent, elle a besoin d'argent. Donc, elle s'est portée vers nous parce que dans un premier temps, d'abord, elle avait besoin d'argent, donc elle est venue vers l'INF. Mais au travers de son histoire, la façon dont elle nous racontait, elle nous narrait les faits, on s'est rendu compte en fait que ça s'agissait d'une violence économique parce que son époux l'empêchait non seulement de travailler, mais en plus de cela, ne participait pas aux charges du ménage. Donc à ce moment-là,
nous avons, comme je vous ai dit, fait d'abord un travail sur elle pour lui faire prendre conscience de ce que ce n'était pas normal parce qu'elles ne se rendent pas souvent compte. Elles ont besoin d'un argent, un besoin ponctuel, mais nous lui faire prendre conscience de ce que c'est une violence économique. Et des fois, la violence économique est tellement insidieuse, comme je dis, qu'elle affecte même des fois la psychologie de la victime. Et donc, dans ce cas, l'INF a des psychologues en son sein. On peut la référer à un psychologue. Et la prochaine étape, c'est d'inviter l'époux pour discuter avec lui et lui faire changer de paradigme. Nous avons eu des cas qui se sont soldés par, je vais dire, on a une bonne fin, où l'époux a semblé comprendre et n'a pas il n'a pas perçu la détresse dans laquelle il avait mis son conjoint et ils sont repartis. En tout cas, l'époux est reparti en nous promettant qu'il allait désormais laisser son épouse tout au moins avoir un commerce. Parce que derrière, en fait, l'idée qu'il avait, lui, c'était l'éducation des enfants. Et il avait son idée selon laquelle, si elle allait au travail avec des horaires de travail qui seraient pesants, les enfants allaient en pâtir. Ok, alors à vous entendre, l'instrument que vous utilisez, c'est la conciliation. Oui, c'est essentiellement dans ce cas la médiation. Oui, n'est-il jamais arrivé que vous soyez obligé d'aller vers les tribunaux? Bien entendu, bien entendu. Il y a des fois également où on rencontre des époux qui sont carrément hostiles voilà, à la médiation et à ce moment-là, on laisse le choix à la victime. Alors, sinon, vous l'avez dit, les femmes ne libèrent pas la plupart du temps la parole, mais est-ce qu'au plan juridique, les normes déjà encouragent à la dénonciation? Est-ce que les normes de notre pays protègent suffisamment pour faciliter l'éclosion de cette société-là avec zéro violence économique? Je pense que oui. En ce moment, parce qu'en ce moment, l'approche genre a le vent en poupe. Et donc, les tests de loi sont là. Et même par la création de l'INF, en fait, donc l'Institut national de la femme, c'est une manière pour dire à la femme, pour l'appeler, pour libérer sa parole, pour dire qu'il y a un organisme, qu'il y a une structure aujourd'hui qui peut l'accompagner en cas de besoin. Donc, ce qu'elle a à faire, c'est juste se porter vers nous et nous allons l'accompagner. Alors, on va s'intéresser au thème de la Journée internationale de la femme, édition 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. C'est donc le thème de célébration de cette année. Ceci pour rappeler à tous l'importance de l'égalité, genre de l'autonomisation des femmes et des filles et de leur droit à une vie beaucoup plus saine. Alors, d'après vous, quels sont les impératifs au niveau pays? Les impératifs au niveau pays, s'agissant de l'autonomisation de la femme, c'est à mon avis, premièrement, les microcrédits. Parce que nous rencontrons beaucoup de femmes qui sont dans le besoin de lancer une activité, donc pour avoir des revenus personnels, mais qui n'ont pas la mise de base, c'est-à-dire l'argent qui va leur permettre de lancer cette activité-là. Donc je pense que pour cette autonomisation, que la première étape, c'est d'abord les microcrédits qui, je pense, aident énormément les femmes. Mais c'est déjà une approche suffisamment expérimentée depuis des années au Bénin, mais ça peine à prendre. Mais justement, il s'agit justement, puisque c'est le thème, il s'agit justement en fait de pouvoir creuser et de pouvoir mettre en place une structuration, une organisation qui marche. Alors, mettre en place une organisation qui marche, d'accord, on a toujours l'impression que ça ne passe pas. Lorsqu'on prend les statistiques, les femmes aujourd'hui ont plus accès au microcrédit que les hommes. Mais elles végètent toujours dans la pauvreté. Leur situation ne semble pas reluisante. C'est pour ça que j'ai parlé en fait d'une structure. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'une structuration et d'une organisation, parce qu'une chose est de mettre en place le microcrédit, une chose est de mettre à disposition un montant, mais il y a ce qu'on appelle derrière le suivi. Il y a ce qu'on appelle derrière la formation. Parce que vous pouvez mettre de l'argent entre les mains d'une personne et au bout de 2-3 mois, elle aura dilapidé parce qu'elle n'aura pas reçu un minimum de formation pour lui permettre en fait de savoir comment gérer même son petit commerce. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai pas de l'organisation. Ça ne passe pas seulement par la mise en place du microcrédit, par juste donner de l'argent. Il s'agit de faire un suivi derrière. Il s'agit d'apporter une formation, ne serait-ce que minime, à la femme qui reçoit ce microcrédit pour lui permettre en fait la gestion
à moyen et à long terme. Alors, Maître Moukwati, nous tendons vers la fin de notre entretien de ce matin. On saurait quand même vous laisser partir sans un bref rappel de ce que constituent les droits économiques de la femme. Les droits économiques de la femme déjà, elle a droit à un travail. C'est ce qu'il y a de plus essentiel s'agissant de la violence économique. Elle a droit à un travail, donc au même titre que l'homme, au même titre que son époux, au même titre que son conjoint, elle a accès à un travail. Elle doit pouvoir gérer ses finances personnellement dans le ménage. C'est important. Et donc, lorsqu'elle est privée de ces deux atouts, il faut qu'elle se rende compte qu'elle est dans un cas de violence économique et il faut qu'elle n'hésite pas à libérer la parole, à en parler à quelqu'un de confiance et à venir nous voir à l'INF pour qu'on puisse lui apporter l'accompagnement nécessaire. Merci à vous. Voilà, Hermon en retiendra tout simplement donc que rendre ou tenter de rendre une femme financièrement dépendante en maintenant un contrôle total sur ses ressources financières, en refusant l'accès à l'argent ou en lui interdisant d'aller à l'école ou de travailler, c'est suffisamment grave et la lutte doit se poursuivre pour une société beaucoup plus juste au regard des enjeux de développement. Et je pense qu'il faut continuer par faire dans la sensibilisation parce que beaucoup n'ont pas encore compris et surtout dans certains milieux, je ne veux pas stigmatiser des aires culturelles du tout, pas du tout, mais dans certaines régions de notre contrée, c'est clairement établi, la femme ne doit pas travailler. C'est comme ça et puis c'est comme ça. Personne ne doit mettre là, personne ne doit oser mettre cela en contradiction, même si vous le parlez à tue-tête. Ils comprendront jamais. Je pense que la seule façon d'y arriver, c'est la sensibilisation et parfois aussi la répression, parce que la sensibilisation seule ne suffit pas. Lorsqu'on sensibilise une fois, deux fois, il faut passer à la répression. Merci beaucoup à vous, Maître. Merci également à vous, Alessandra Dioton. J'espère qu'on va encore revenir sur cette thématique, approfondir donc d'autres pans de la question, parce que c'est très important, c'est fondamental. Nous sommes dans ce mois de mars qui est essentiellement consacré à la femme. Donc, on marque un arrêt pour aborder des préoccupations liées à la gente féminine. Et c'est d'ailleurs au même exercice que va s'atteler notre prochain invité. Lui, c'est bien sûr Conrad Guagidi, que vous connaissez sans doute, rendu célèbre sur l'ORTB par son émission. Il était célèbre avant de venir ici, bien sûr, mais bon, davantage célèbre, grâce à son émission Boss Academy qui a révélé des entrepreneurs. Que sont-ils devenus ces entrepreneurs? On va lui poser ces questions avant, bien évidemment, de parler de leadership féminin dans l'économie. Ce n'est qu'en droite ligne du ce dont nous venons de parler ici. Si je suis quelque matin, à tout de suite.